Bonsoir. Ce soir, je vais vous parler de deux notions que d'aucuns jugeraient totalement, antinomiques, et que pourtant moi, je considère comme étant absolument indissociables. Alors de quoi est-ce que je vais vous parler? Eh bien, je vais vous parler d'entreprise et d'amour. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un que sais-je sur les meilleures façons d'entretenir une relation extra-conjugale sur son lieu de travail. Ce n'est pas du tout l'objet. Non, ce que je voudrais partager avec vous, c'est en quoi, selon moi, l'amour doit être une des composantes de base de l'entreprise, et ce, dès sa création. Alors quand je parle d'amour, je pense à cette notion qui englobe l'attention, la confiance, la considération, l'écoute, le respect, le fun, l'émotion, bien évidemment, et puis la séduction et la sincérité. Ce que je m'apprête à partager avec vous, autant être clair, ce ne sont pas des vérités universelles. C'est davantage ma conception, ma conviction profonde, issue de mon parcours d'entrepreneur et de mon quotidien de chef d'entreprise. D'ailleurs, je pense que assez peu de chefs d'entreprise la partagent, mais en revanche, je mettrai ma main à couper que dans les 5 à 10 ans qui viennent, on sera capable de faire la différence entre les entreprises qui se seront adaptées à ce que je vais vous expliquer et les autres. Donc pour moi, entreprise et amour sont totalement indissociables. Et pour l'illustrer, je vais m'appuyer sur 3 types de profils qui interagissent avec le chef d'entreprise ou l'entrepreneur, à savoir ses proches, ses collaborateurs et ses clients. Je vais commencer par les proches. Entreprendre, c'est prendre des risques. Pour moi, même, entreprendre, c'est innover. Innover, c'est s'exposer. S'exposer dans un univers, un environnement souvent hostile et qui ne nous attend pas. Et on prend des coups, partout, tout le temps. Aussi, pour trouver la force de me battre et d'avancer, j'ai eu besoin d'une base arrière, besoin d'un havre de douceur vers lequel je pouvais me retourner pour puiser l'affection, la chaleur et l'amour qui m'ont permis d'affronter l'adversité. Je vais vous raconter la naissance de ma boîte. En 97, j'étais étudiant, à quelques pas d'ici, à Tours, et je me suis dit que lâchement, j'allais abandonner mes études pour créer à l'Oresto le premier site français de restauration livré à domicile. Et au bout de quelques semaines, après plusieurs mois même passés à travailler sur mon projet, je suis allé à Paris pour signer quelques contrats avec des restaurants partenaires. Malheureusement, au bout de plusieurs semaines parisiennes, j'avais toujours signé aucun contrat. Pire, je n'avais eu aucun rendez-vous. Alors, je me suis accroché, j'ai continué à m'investir dans ce projet, et puis, enfin, un jour, ça a souri, un premier rendez-vous, plus exactement, une restauratrice que j'ai eu au téléphone m'a dit « Ah oui, venez voir mon fils demain, je suis sûr que ça va l'intéresser. » Et le lendemain, donc j'arrive dans le restaurant, à l'heure convenue. Le seul truc, c'est que la dame avait dû oublier d'en parler à son fils. Et lorsque je suis arrivé, j'étais pas du tout attendu. Et je suis rentré, il m'a demandé « Qu'est-ce que vous faites là ?» J'ai dit « Écoutez, je vais lancer le premier site français de restauration livrée. » Il dit « Internet, ça m'intéresse pas. » Je dis « Mais c'était mon premier rendez-vous, alors j'ai insisté. » Il fait « Mais vous comprenez pas le français? Internet, j'en ai rien à foutre. Alors dehors. » Et là, je me suis retrouvé sur le trottoir, complètement anéanti. Et je me suis dit « Mais est-ce que j'ai pas commis la plus grosse connerie de mon existence à abandonner mes études pour lancer un service qui, visiblement, était beaucoup trop en avance sur son temps. » Et donc j'ai marché longtemps, très longtemps, jusqu'à chez moi, ou plus exactement, chez ma tante, qui m'hébergeait à l'époque. Et là, quand je suis arrivé dans l'appartement, elle a vu tout de suite que ça allait pas. Et donc, je lui ai dit, écoute, je crois que je vais tout arrêter.
Je lui ai raconté ce qui s'était passé, et puis elle a écouté. Et puis elle m'a dit, tu sais Sébastien, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais moi je trouve que c'est super ce que tu fais. Vraiment, on y voit que tu mets du cœur, que tu investis de l'énergie. Franchement, forcément, tu as pris un risque. Tu devais t'attendre à ce genre de désillusion, donc c'est peut-être dommage de tout arrêter maintenant. Laisse-toi une chance, tu le mérites. Et là, je me suis dit, bah oui, tiens. Et donc, je suis retourné à mon bureau. Et puis, j'ai repassé quelques appels. Malheureusement, les premiers ont été encore infructueux. Et puis, ça s'est enchaîné. Toujours l'échec. Jusqu'au moment où un nouveau restaurateur venait de m'expliquer que, bah non, il ne travaillerait pas avec moi. Ça ne l'intéressait pas. Et là, j'ai senti un truc, je n'avais pas encore accroché, j'ai senti un truc monter. Une espèce de chaleur, un truc. Et je lui ai dit, non mais est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Expliquez-moi, hein? Moi, je vous appelle, vous faites de la restauration livrée. Moi, je vous dis, je lance le premier site de restauration livrée à domicile. Ça devrait vous intéresser quand même, hein? Il n'y a pas de frais d'inscription, il n'y a pas de frais d'abonnement. Vous allez uniquement me rémunérer à la commission sur les commandes que je vous envoie. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne recevez aucune commande, ça vous coûte 0. Vous prenez aucun risque, c'est moi qui prends tous les risques. Alors, il est où le problème? Et là, il y a eu un silence. Et là, je me suis dit, oh, faut que tu insistes. Bon, alors demain, le rendez-vous à 11h ou à 14h? Et à 14h, bah, j'ai signé mon premier contrat. Donc, ce que je voulais vous dire par là, c'est qu'en fait, vous avez sans doute dans votre entourage des entrepreneurs, que ce soit des amis ou des membres de votre famille, un père, une mère, un fils, une fille, un époux, une épouse, enfin, je vais m'arrêter là, vous avez compris le concept. Soyez attentifs. Sachez être à l'écoute lorsqu'ils en éprouvent le besoin. Parce que un entrepreneur, ça a besoin d'amour. Cet amour, il le transforme en carburant, en une énergie qui va lui permettre de déplacer des montagnes. L'amour, c'est le carburant de l'entrepreneur. La deuxième typologie de personnes dont je voudrais vous parler, ce sont les collaborateurs. Qu'attend un employeur de ses collaborateurs? Globalement, je pense que ça n'a pas changé au cours des 50 dernières années. On peut parler d'engagement, on peut parler d'implication, de confiance, de fiabilité, on peut parler également de performance. Là encore, on est dans un champ lexical qu'on pourrait raccrocher à la notion d'amour, même s'agissant de la performance d'ailleurs, mais on en parlera peut-être un peu plus tard. En revanche, ce qu'attendent les collaborateurs de l'employeur, ça c'est en pleine évolution, et notamment sous l'effet des jeunes générations, et principalement de la génération Y, les 20-35 ans. Le fondement même de ce changement, c'est le deal. Ok, je veux bien travailler pour toi, mais qu'est-ce que tu m'apportes? En quoi est-ce que toi, tu vas m'aider à me développer, à m'améliorer, à progresser, à m'épanouir? Un des changements les plus marquants, c'est le besoin d'admirer son patron. Et cette admiration, bien évidemment, elle trouve son origine dans les succès passés, mais elle est encore amplifiée, cette admiration, par le fait que ce professionnel reconnu sait écouter, conseiller, guider. Un management de proximité et un leadership bienveillant. Il y a une grande étude qui a été réalisée par, je ne sais pas par qui, mais qui s'appelle La Grande Invasion, et qui a interrogé 3000 jeunes de 15 à 20 ans. Et on leur a demandé qu'est-ce que c'est qu'un bon patron. Et dans 68% des cas, un bon patron, c'est un patron qui fait confiance à ses équipes. À 62% des cas, c'est un patron qui écoute. Et tout en bas, à 22%, on a l'autorité, et encore plus bas, à 11%, on a la confiance en soi. Donc, plus qu'un manager, ces nouvelles générations, elles recherchent un coach qui accompagne au quotidien, un coach qui va valoriser, qui va reconnaître les compétences de cette jeune génération. Cette jeune génération, elle a besoin, elle a complètement détruit les séparations entre la vie pro
et la vie perso. Elle s'inscrit totalement en désaccord avec les générations précédentes. Elle ne joue plus un rôle. Elle est totalement à la recherche de kiff et de bonne ambiance, comme dans sa vie perso. Et elle recherche également du sens. Et elle s'attend à ce que le chef d'entreprise lui en apporte une partie. Dans ma boîte, je demande toutes les 3 semaines à un entrepreneur de venir parler de son parcours, de ses réussites, de ses échecs à l'ensemble de mes équipes. Alors, ma volonté, c'est de titiller la fibre entrepreneuriale de mes collaborateurs. Alors, il y a plein de gens qui me disent « mais ça va pas, t'es fou, ils vont se barrer pour monter leur boîte ». Moi, je pense que je suis pas fou. Je pense que je suis pas fou parce que si, parmi mes équipes, il y en a certains qui ont la fibre entrepreneuriale, je pense qu'ils ne se seraient pas éclatés chez moi en tant que salariés. Donc, je préfère mettre en œuvre ce qui est à ma portée pour leur permettre de s'épanouir. La 3e typologie de personnes dont je vais vous parler, ce sont les clients. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, vous aussi, mais moi, il y a des chefs d'entreprise, ils me font penser à des mecs en boîte de nuit. On dirait qu'ils sont là pour choper des nouveaux clients. Ils sont incroyables. Ils draguent. On élabore des techniques assez complexes, parfois, pour les séduire. Ils investissent de l'argent, parfois beaucoup, pour les conquérir. Et puis, une fois que leur proie est dans leur filet, eh ben voilà, l'histoire est finie, et ils repartent choper de nouveaux clients. Moi, je pense que, justement, c'est à ce moment-là que tout commence. Que l'histoire entre une entreprise et son client, elle commence juste après la première commande ou le premier achat. Et que tout doit être géré comme dans une histoire d'amour. Comme dans une histoire d'amour, il va falloir séduire. Comme dans une histoire d'amour, il va falloir développer la complicité et la connivence. Pour ça, les réseaux sociaux, c'est vraiment génial. Comme dans une histoire d'amour, il va falloir être réactif, être à l'écoute, être attentif. Comme dans une histoire d'amour, il va falloir surprendre et être fun. Nous, on s'est totalement inscrit dans cette logique-là quand en 2012, on a lancé une campagne de com totalement décalée qui mettait en scène, qui détournait les clichés des films pour adultes en mettant en scène une des actrices fétiches de ce cinéma qui s'appelait Katsuni et à laquelle on le faisait dire « pas ce soir ». Mais comme dans une histoire d'amour, il faut éviter la routine. Il faut donc amener de la nouveauté, et là, ça passe très souvent par l'innovation. Alors, rassurez-vous, il y a quelque chose sur lequel on a le droit de se tromper. On a le droit de ne pas être bon. On a le droit de se rater. Mais là encore, comme dans une histoire d'amour, eh bien, il suffit de le reconnaître et de s'excuser. Nous, lorsqu'une cliente vit une expérience un peu délicate, eh bien, on lui fait envoyer un beau gros bouquet de fleurs. Voilà, c'est notre façon à nous de nous excuser et de reconnaître notre erreur. Il ne faudrait surtout pas prendre ce que je suis en train de vous dire comme une espèce de catalogue de techniques à appliquer. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'un client ne devient infidèle que pour des raisons très simples. La considération que vous lui portez, la qualité de vos produits, le plaisir et le confort qu'il a à s'en servir, l'image qu'il a de lui-même lorsqu'il les utilise, celle qu'il renvoie à son entourage, et enfin, l'attention et l'écoute dont il jouit lorsqu'il a un problème ou une remarque à formuler. Tout le reste est inutile si ces fondamentaux-là ne sont pas respectés. Et de quoi nous parlent ces fondamentaux, si ce n'est de respect, de plaisir, de bien-être, de confiance et d'émotion. Il y a quelques jours, j'ai pris le train et il avait une 40aine de minutes de retard. Bon. Le contrôleur a super bien joué son rôle. J'ai même reçu un SMS pour me dire m'expliquer les raisons pour lesquelles le train était en retard. Bon, super. Mais une fois en gare,
on nous a dit, bon bah voilà, si vous voulez récupérer vous devez récupérer une enveloppe pour écrire au service client et obtenir un dédommagement. Et c'est là que ça déconne. C'est là que ça déconne. Ils savent, ils me connaissent, j'ai pris mon billet sur Internet. Ils ont bien vu, ils ont été capables de m'envoyer un SMS pour me prévenir du retard, et maintenant il faudrait que je leur écrive pour obtenir un geste commercial. Ils ont toutes les informations pour le faire. Donc c'est là qu'on saisit en fait que dans cette boîte, l'amour du client n'existe pas et qu'on ne fait en fait qu'appliquer des techniques que l'on met bout à bout. Et donc on sent quoi? On ressent une chose, c'est qu'on n'a principalement pas envie que vous demandiez un geste commercial. Et c'est là qu'il y a un hic, je trouve. Dans toute cette démarche, qui aurait pu être vraiment parfaite, mais le hic dans cette démarche, c'est qu'il manque la sincérité. Or, nous tous, individus, en tant qu'êtres humains, et ce que je vais vous dire, c'est sans doute encore plus vrai pour les jeunes générations, on recherche de plus en plus cette sincérité et cette authenticité, par pur respect. Respect de ce que nous sommes et respect de la confiance que nous accordons. Alors, on l'a vu ensemble, la notion d'amour reste quand même assez complexe à définir. Pour autant, il n'en demeure pas moins que je suis convaincu qu'on en retrouve de très nombreuses facettes dans l'ensemble des relations qui existent autour et au sein de l'entreprise. Alors je vous invite, vous aussi, dans votre vie professionnelle, à commencer à insuffler de l'amour. Et si cette notion vous paraît encore un petit peu trop abstraite, commencez peut-être par des preuves d'amour. Des preuves d'amour sincères, hein, vous l'avez compris, mais des preuves d'amour. L'enjeu est de taille parce que dans les 5 à 10 ans qui viennent, je suis convaincu que les entreprises qui l'auront compris et qui l'auront intégré à leur mode de fonctionnement seront beaucoup plus performantes que les autres. Parce que la génération Y adhère totalement à ce courant de pensée et qu'en plus, elle a déjà commencé à bouleverser l'ensemble des codes qui régissent les rapports qu'elle a à l'entreprise, qu'elle en soit salariée ou qu'elle en soit cliente. Et ne vous méprenez pas sur une chose, ne vous méprenez pas sur la vitesse de propagation de ces nouvelles valeurs autour de l'entreprise. Car cette jeune génération, elle contrôle le plus grand influenceur du monde, les réseaux sociaux. Alors, si je ne vous ai pas convaincu, eh bien, ne vous dites pour autant pas que, au pire, ça va être qu'un mauvais moment à passer, parce que la génération Z, qui succédera à la génération Y, s'inscrit totalement dans la démarche de cette dernière, mais de façon plus exacerbée et plus intense. Alors je pense qu'il est grand temps de remettre de l'amour dans nos vies, qu'elles soient professionnelles ou perso. C'est plutôt cool comme programme, non? Bonne fin de soirée, merci.